Depuis un siècle, la Ligue pour la protection des oiseaux lutte sans relâche en faveur de la biodiversité. Sa mission principale, protéger les oiseaux bien sûr, mais aussi leurs écosystèmes. En 2000, suite à la marée noire de l'Erika, la LPO a mis en place un programme spécifique « Oiseaux en détresse ». Pour sauver ces oiseaux, la LPO a créé des centres de sauvegarde et des unités mobiles de soins présents aux 4 coins de la France. Déjà soumis à des conditions naturelles difficiles, les oiseaux, les petits mammifères, les reptiles et parfois même les mammifères marins doivent faire face de plus en plus aux conséquences nocives des activités humaines. Maladies, empoisonnements, collisions avec des véhicules ou des surfaces vitrées, pollution par les hydrocarbures, tirs sur des espèces protégées, piégeage, prédation domestique et ramassage des jeunes animaux sont les principales causes d'accueil dans les centres de sauvegarde. De nombreux animaux retrouvent ainsi leur liberté grâce à la compétence et à l'engagement de soigneurs pour secourir la faune en détresse. Les soins prodigués aux animaux nécessitent une organisation précise, orchestrée par les salariés et les bénévoles de chaque centre de sauvegarde. Avant tout, il faut acheminer les oiseaux blessés vers des centres disposant d'une autorisation préfectorale. Grâce à une chaîne de solidarité, particuliers, adhérents bénévoles, entreprises mais aussi vétérinaires et associations se sont organisés pour rapatrier les animaux dans de bonnes conditions. En Auvergne, le centre de sauvegarde de la LPO réceptionne quotidiennement des oiseaux acheminés directement par des particuliers. Bonjour, livraison de mésanges. D'accord, merci. Donc c'est des bébés, c'est des petits? C'était un petit qu'on a trouvé dans notre rue. D'accord. Alors il volette, il se lève de 5 cm à peu près. Il s'est laissé attraper, il n'arrive pas et on l'a perdu dans la maison, on a pu le récupérer. Et oui, les mésanges ça vole très tôt, hein, les petits. Oui. Je vais le confier à mon collègue si vous avez 2 minutes, Oui, on oui, lui fait une 2 petite minutes. fiche. Si elle va bien, elle va être mise avec d'autres de son espèce. Si elle n'a pas de blessure et qu'elle est uniquement juvénile, elle a toutes ses chances. Oui, à première vue, elle est... Elle est bien vive et elle essaie de s'envoler. Oui. En Aquitaine, le centre de sauvegarde est soutenu par un réseau de bénévoles rapatrieurs qui assurent la collecte et le transport des animaux blessés. Alors, non, le carton en dessous. il n'y a rien? Si vous découvrez un animal en détresse, capturez-le en prenant soin de ne pas vous blesser et mettez-le au calme dans un carton adapté à sa taille et muni de trous d'aération. Une bonne fracture, elle s'est fait rouler sur la patte là, c'est un peu broyé quoi. Puis téléphonez au centre le plus proche qui vous indiquera ensuite la démarche à suivre. Ça va faire maintenant un peu plus d'1 an. Donc je m'occupe justement du rapatriement des oiseaux dans la partie du Médoc pour les ramener jusqu'ici. Soit les personnes qui ont récupéré l'oiseau me l'apportent, soit c'est moi qui fais la démarche d'aller vers eux pour récupérer ces oiseaux avant de les emmener ici. Tout ça c'est de manière bénévole, donc bénévolat 100%. C'est pour la bonne cause, donc il n'y a pas de souci. En Alsace, le centre de sauvegarde a imaginé et construit un chalet pour l'accueil et l'enregistrement des animaux blessés. Le centre de soins de Rosenwiller en Alsace accueille des mammifères sauvages et des oiseaux sauvages. Donc on a une permanence qui est assurée du lundi au vendredi, à peu près 9 h jusqu'à 18 h. Et en dehors de ces horaires, le soir ou le week-end, comme on n'a pas un accueil fixe, on permet quand même aux gens de venir déposer des animaux et de les déposer dans ce chalet d'accueil. Donc c'est un chalet qui permet d'une part de mettre à l'abri les animaux, à l'abri des intempéries et puis aussi des chiens ou chats errants, on ne sait jamais, il peut y en avoir.
Et ensuite, à l'intérieur, on a des cartons, parce que parfois les gens viennent avec leur cage et puis veulent repartir avec. Donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent mettre leurs animaux à l'abri. Et on a surtout les registres pour marquer les coordonnées des personnes, l'espèce, la date d'entrée, l'heure d'arrivée. Et on a un fonctionnement avec beaucoup de bénévoles qui nous permet le soir vers 8h30, 9h de faire une relève en semaine, donc après le départ des bénévoles. Et puis le week-end, il y a 4-5 relèves par jour. À Castres, dans le Tarn, le centre de sauvegarde travaille depuis des années avec la société de transport Calberson France Express, qui soutient également la LPO dans d'autres départements. En règle générale, je reçois un appel téléphonique de la part soit du centre de soins de Castres, soit quelquefois directement de la part du vétérinaire. Nous, ce qu'on fait sur l'agence d'Albi, bien sûr, on prend en compte cette demande. On génère un enlèvement donc chez le vétérinaire. Donc j'envoie un véhicule avec un conducteur chercher l'oiseau blessé. On récupère donc l'oiseau ici à l'agence de Marsac, à côté d'Albi. On étiquette en fait le colis, puisque pour nous c'est un colis, et donc le colis repart dans le réseau pour être livré dans la demi-journée suivante sur le centre de soins de Castres. Voilà. Donc sur l'agence d'Albi, chez Géodis, nous bénéficions d'un agrément pour le transport des animaux vivants. Donc le colis reçoit un étiquetage spécifique sur lequel est noté animaux vivants et est transporté uniquement donc, par le réseau Express, donc le réseau le plus rapide. Voilà. Voilà. Depuis plusieurs années, le centre de sauvegarde du Tarn est géré par Gilles, chirurgien orthopédique et bénévole de l'association. Titulaire d'un certificat de capacité, il possède un petit bloc opératoire au sein même de la structure. Son savoir-faire lui permet de poser des broches, des attelles et des plâtres sous anesthésie. Donc on va le mettre avec son copain. Voilà, vous voyez que ma petite chouette dort, pas profondément, c'est encore très superficiel. Et je vais vite en profiter pour aller chercher ici la trachée. Vous voyez qu'elle est déjà en train de se réveiller. Je lui mets la sonde dans la trachée et vite, avant qu'elle ne se sauve, je la rebranche. Donc vous voyez que l'oiseau dort, ce qui va me permettre maintenant de déballer son pansement. Je vérifie, et là j'ai bien des doigts qui sont bien souples, c'est des doigts que je n'arrivais plus à étendre. On voit même qu'il y avait une toute petite plaie en ouvrant la serre la dernière fois où j'ai fait son pansement. J'avais fait un tout petit décollement cutané, on voit qu'il y a une petite goutte de sang. Et vous voyez que maintenant les doigts sont parfaitement souples. Alors maintenant il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, il va falloir qu'elle commence à se resservir de sa serre. Donc je vais la laisser sans pansement, vérifier en caisse que tout se passe bien, et si tout se passe bien, dans quelques jours je la mettrai en volière. Donc vous voyez que cette anesthésie a été très courte, on va pouvoir arrêter l'anesthésie. Bien entendu, s'il avait fallu l'opérer, j'aurais fait quelque chose de plus long. J'ai ici un petit coussin dans lequel je fais le vide, c'est le principe des attelles de SAMU, qui prend la forme du corps de l'oiseau. Et si j'avais dû l'opérer, je l'aurais scotché, j'aurais installé des champs stériles, bien entendu. Donc vous voyez que maintenant, on va pouvoir arrêter le gaz anesthésiant. La voilà qui se réveille, on lui retire sa sonde d'intubation. Voilà mademoiselle. On va la remettre dans son tissu pour pas qu'elle se sauve. Et voilà. Voilà notre petite fille qui se réveille, comme si c'était rien passé. Elle se demande ce qui lui est arrivé, je lui ai pas fait mal, et ça a duré 5 minutes. Quand je me suis installé à Castres et que j'ai acheté ma maison et que j'ai vu tout ce terrain, je me suis dit finalement peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Ça a été la rencontre avec Michel Malater, qui est président de la LPO du Tarn, avec son épouse. Et donc j'ai pris contact avec eux et je leur ai dit voilà, j'ai un rêve, j'ai quelques compétences en ornithologie, je connais un petit peu les oiseaux, je suis soignant, est-ce que ça vous intéresse? Et là, je pense qu'on a tout de suite sympathisé, ils ont tout de suite cru en mon projet. Ils sont venus voir la maison, ils sont venus voir les terrains autour et on a commencé comme ça. Et ça a été le début de la grande aventure. Alors la Fifi,
Quand il s'agit de tout petits, notamment les petits nocturnes qui se sont échappés du nid ou qui ont été trouvés un peu mal en point, effectivement je dégrossis entre guillemets l'oiseau, donc je vais les nourrir jusqu'à ce qu'ils se nourrissent tout seuls et après ils peuvent partir en volière. Mais là c'est du nourrissage 3 à 4 fois par jour, donc ça allège un petit peu le travail de Gilles qui lui va être plus axé sur les soins. Et puis ensuite il y a une partie aussi communication par rapport aux gens qui ont donné un oiseau. Je crée un petit journal qui fait le bilan du centre de soins et toutes les personnes qui ont donné un oiseau ainsi que tous nos adhérents reçoivent ce journal en fin d'année qui fait un peu le bilan de toutes les activités du centre de soins. En Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, à l'île Grande, le centre de sauvegarde est spécialisé dans l'accueil et les soins des oiseaux marins. Sa situation maritime lui confère cette particularité puisqu'il est situé à proximité de la réserve naturelle des Sept-Îles. En 1999, lors de la marée noire de l'Erika, ce centre a joué un rôle primordial dans le démazoutage des oiseaux et reste aujourd'hui un acteur incontournable dans toutes les pollutions maritimes. Voilà un guillemot de treuil. Sur les 25 ans de vie de la station LPO, c'est l'espèce qui a été recueillie en plus grand nombre. Donc il a été victime d'une pollution par hydrocarbures, il a été lavé la semaine dernière et il va devoir passer quelques semaines en réhabilitation dans le bassin. Donc la procédure, c'est d'abord être sûr que l'oiseau va pouvoir supporter un lavage. Avant de le laver, on le fait remonter en température parce qu'il est souvent en hypothermie. On lui redonne à manger, souvent on le réhydrate. Et puis, au bout d'1 ou 2 jours, si son poids revient, si sa température remonte bien, on le lave. Donc c'est un lavage le plus souvent à la main, sauf en cas de marée noire, quand il y a beaucoup d'oiseaux, à ce moment-là, on utilise la machine à laver. Mais on peut ici, avec 2 ou 3 postes, laver plusieurs dizaines d'oiseaux dans la journée si nécessaire. Mais depuis quelques années, on en reçoit moins. Ensuite, les oiseaux, une fois lavés, rincés, sont mis à sécher dans des box. La machine à laver a été beaucoup utilisée pendant la marée noire de l'Erika. Il y avait beaucoup d'oiseaux à laver tous les jours et ils étaient lavés manuellement et à la machine avec l'aide du chêne, le centre de soins qui a mis au point cette machine. Et depuis, on l'utilise beaucoup moins, uniquement pour rincer les oiseaux, pour avoir un apport d'eau chaude à température constante, ça c'est assez pratique. Mais on préfère, quand on a le temps, les laver à la main. C'est un petit peu plus fin comme travail et on arrive à un résultat un peu meilleur. On relâche à peu près 30 à 50% selon les saisons d'oiseaux que l'on démazoute. Les soins aux oiseaux sont extrêmement variés. Bandage, suture, mais aussi le nourrissage. Par exemple, Yuri, éco-volontaire en Auvergne, a pour mission de nourrir les passereaux orphelins. Donc là, ce sont des petites fauvettes à tête noire. Ce sont aussi des insectivores qui mangent des vers de farine. Et donc, comme dans la nature, ils sont dans des nids, les parents, quand ils arrivent, ils font du bruit. C'est pour ça que je tapote ici pour faire ouvrir le bec. L'idéal, c'est de faire un tout petit peu tous les quarts d'heure. Mais comme il y en a pas mal des oiseaux, c'est plus espacé et en un peu plus grosse quantité. Donc dans la journée, le premier nourrissage commence à 7h30 et il se finit à 21h. 20h30, 21h. Je fais du bénévolat parce que je trouve que c'est plus utile de rendre service à des associations pour nourrir des animaux que plutôt d'essayer de se faire de l'argent. Il y a plus besoin de ça, on va dire. Il y a autre chose qu'il faut surveiller quand ils mangent, parce que sinon ils risquent d'exploser et de mourir. Sur le côté, ici, ils ont une petite poche. On la voit là. Donc cette petite poche-là, il faut la surveiller, qu'elle ne soit pas trop grosse, parce que sinon ils pourraient souffrir de ça, parce que si la nourriture se trompe de conduit et passe dans les poumons, qui s'étranglerait. Très souvent, les diagnostics montrent des traumatismes et mettent en évidence des hémorragies internes ou des fractures qui peuvent nécessiter des immobilisations. Alors cet animal a été déposé au centre. Il était vraiment en mauvais état.
On ne pensait pas qu'il allait passer la nuit. En hypothermie, des asticots dans les narines, l'œil très abîmé, et puis une fracture au niveau radius ulna, mais qui n'était pas trop déplacée. Ce n'est pas la fracture qui nous inquiétait le plus. Et surtout, alors on va pouvoir vérifier ça avec Madame Filleul cet après-midi, on a des suspicions de présence de plomb dans l'animal. On n'est pas du tout en période de chasse, et puis c'est une espèce protégée surtout. Voilà, donc on va vérifier ça. Là, il a vraiment bien repris, il s'est restabilisé en poids, en température. L'œil, a priori, il ne va pas retrouver la vue, mais pour un milan noir, qui est une espèce assez charognarde, ça ne pose pas forcément de souci, il pourra être relâché comme ça. Et puis, sa fracture est en train de se recalcifier doucement. Donc le but de ce bandage, c'est éviter que l'oiseau ne bouge son aile, pour que la fracture se réduise le mieux possible. Donc éviter qu'il puisse déplier son aile. Donc, du coup, on passe au niveau du poignet. On fait une croix. Donc c'est important de passer derrière l'humérus. Voilà. Et là, l'aile est complètement bloquée, immobilisée. Et on referme la croix. Dans le cas présent, ce milan noir est amené chez Dominique Filleul, vétérinaire référent du centre, pour confirmer la présence de plomb. Voilà. Là, tous les points blancs. Tout ça, c'est des plombs de chasse. Donc il y en a un dans la tête. Il a été placé sous antibiotiques, l'œil est en voie de guérison. Mais justement, l'œil, on voit bien que c'est ce plomb-là qui est à l'origine des plaies de l'œil. Des plaies de l'œil. Cet oiseau a eu de la chance, mais parfois, malheureusement, l'animal ne peut être sauvé. Il faut alors abréger ses souffrances. Décision toujours délicate à prendre, loin s'en faut. Alors, donc par rapport aux euthanasies, donc c'est une décision qui est pas facile à prendre. Donc on limite, moi personnellement, je limite au maximum les euthanasies à l'entrée parce que des fois, on a des grandes surprises. Il y a un oiseau, on se dit là, je pense qu'il y a très très peu de chance. Et en fait, parfois, il s'en sort. Donc moi, je suis plus dans l'optique à chaque fois de donner une chance, même si la fracture elle est pas belle, on essaye, on tente et on voit. Et au bout d'un moment, après le traitement ou après la fracture, si en fonction de l'évolution, si l'évolution montre que l'oiseau ne pourra pas revoler, ne pourra pas être viable, et là on prend la décision. Alors à chaque fois qu'il y a un doute, on prend la décision à plusieurs en fait, et dès que quelqu'un pense que peut-être que l'oiseau a une chance, dans ce cas-là, on continue. Quand un oiseau sauvage a connu le goût de la liberté, en fait, on se rend compte qu'en cage, il n'est jamais heureux. Donc c'est pour ça qu'aussi les oiseaux, quand ils vont bien, on essaye de les relâcher plus rapidement. C'est des moments qui ne sont pas faciles, surtout quand on s'est investi et qu'on a tenté un traitement, de se dire là ça n'a pas marché. Alors il ne faut pas le percevoir comme un échec, il faut lui dire qu'on lui a donné une seconde chance et on a fait ce qu'on a pu. Mais c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas agréables, mais malheureusement ça fait partie du rôle, de mon rôle en tout cas. Il faut se dire on le fait pour l'oiseau en fait. Donc là l'injection va agir pendant 3-4 jours, ce qui va limiter les manipulations. L'hexalone suspension, en fait, c'est le nom du traitement. Les animaux qui ont la chance d'être sauvés doivent passer par une phase de réhabilitation avant d'être remis en liberté. En Anjou, le relais LPO récupère des oiseaux, principalement des rapaces, en provenance de toute la région Pays de la Loire.
Alors c'est une convention qui est passée entre la Ligue Protection des Oiseaux, les cabinets vétérinaires de Chalonnes et le centre de soins de l'école vétérinaire de Nantes. C'est un ancien bâtiment qui existait avec tous ces grillages que vous voyez autour. Et il y avait une demande de la part du vétérinaire qui est un membre de la LPO d'Anjou, de devoir un peu faire la liaison entre la clinique vétérinaire et le centre de soins de Nantes. Donc en fait, il y a un accord pour qu'il nous donne un certain nombre de hulottes à élever. On les nourrit, on les soigne. Les soigne, s'il y a une aile blessée, ben, on refait le pansement. Et puis, si ça va bien, on les relâche. Alors là, elles vont rester encore quelques temps ici. Puis nous allons les mettre en taquet, c'est-à-dire une boîte cubique d'environ 50 cm avec un filet dessus. Et cette boîte est suspendue dans un arbre. Je les nourris une fois par jour et le soir. Alors, vous voyez, c'est une boîte que l'on met dans un arbre, dans la nature, pour que l'animal puisse voir le lieu dans lequel il va vivre. Parce qu'on les nourrit encore un peu une fois qu'on les a lâchés. Il y a 2 ans, j'ai eu des effraies. J'en ai eu 5 au total. Et quand on les a lâchés, je les voyais le soir. Et donc, elles venaient, elles se posaient sur les poteaux, là, et elles attendaient que je vienne apporter leur pitance. Tout animal en convalescence doit généralement rester en volière plusieurs semaines. Les oiseaux marins, par exemple, nécessitent une rééducation dans des bassins ou des piscines. Ce sera l'occasion pour les soigneurs de s'assurer de leur capacité à retourner en mer et de vérifier la bonne étanchéité de leur plumage. De nombreuses espèces, et particulièrement les rapaces, sont réhabilitées en volière tunnel. Cette étape est cruciale pour permettre aux oiseaux de retrouver toute leur capacité à voler et à se nourrir. À leur arrivée, certains oiseaux sont bagués pour permettre aux soigneurs de les repérer plus facilement dans les volières, comme ici, au centre Provence-Alpes-Côte d'Azur. Systématiquement, les spécialistes de tous les centres LPO baguent les oiseaux au moment du relâcher pour permettre leur suivi dans le milieu naturel. Voilà, donc toutes les bagues sont fournies par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc pour les chouettes chevêches, toutes les bagues sont numérotées EA. Ça correspond à la taille de la bague. Donc là, on bague une jeune chevêche. Voilà, c'est un petit anneau métallique muni d'un numéro. Donc on bague tous les animaux sur la patte droite, de manière à pouvoir repérer très facilement s'ils sont bagués ou s'ils ne sont pas bagués. En France, le bagage existe depuis 1911. À ce jour, plus d'1 demi-million d'oiseaux ont été bagués. Cet anneau en métal est la carte d'identité de l'oiseau. Toutes les données s'y rapportant sont informatisées. Il n'altère en rien le comportement de l'animal. Du reste, de nombreuses études ont montré que ni la survie, ni le succès de reproduction n'étaient affectés par le port d'une bague. Grâce à ces centres de sauvegarde, la LPO collecte, soigne et relâche dans leur milieu naturel des milliers d'oiseaux, aussi bien des insectivores comme les martinets ou des rapaces nocturnes comme les grands-ducs. Il faut que l'oiseau soit capable de chasser, donc qu'il soit autonome. Il faut que l'oiseau soit sain. Il faut que le biotope où on va le lâcher corresponde à son espèce. Et il est hors de question de lâcher un grand-duc, par exemple, dans un endroit où déjà ça pullule de grand-duc, parce qu'il va se faire chasser par les autres.
Et non plus de lâcher le fameux grand-duc dans un endroit où il n'y en a pas. Il faut d'abord au préalable savoir pourquoi il n'y en a pas. Là, ceux-là, ils proviennent d'une couvée. Cette couvée, elle était là, donc il n'y a pas de raison qu'on ne relâche pas les oiseaux qui devaient déjà y être. C'est vrai que de recevoir un oiseau blessé, de travailler dessus, de le voir repartir, c'est formidable. On a eu une récompense cette année. On nous a apporté un busard cendré, mâle, qui était marqué et bagué. Donc on le connaissait, cet oiseau. C'est un oiseau qui avait contrôlé auparavant au Sénégal, dû à ses marques à l'air plus la bague. Et c'est un poussin qui est né chez nous. Parce que ici, le ray gras, il le fauche très vite et les œufs de busard, ils sont perdus. Donc nous on les prend, on les met en couveuse, on élève les jeunes. Donc on sait que cet oiseau a vécu 3 ans, on sait qu'il est parti en migration, qu'il est revenu. Bon, il s'est blessé et c'est vrai que son avenir a été un peu contrarié. Mais nous déjà, on a cette satisfaction de savoir qu'on a fait quelque chose pour quelque chose. Surtout sur des espèces un peu prestigieuses. L'efficacité des relâchés d'oiseaux est, lorsque c'est possible, contrôlée par des suivis beaucoup plus spécifiques. C'est le cas du programme de conservation de la chevêche d'Athéna en région PACA. Donc l'idée de base, c'est de différer le relâché de ces jeunes chevêches au printemps suivant, donc pour vraiment optimiser leur survie au moment de la réinsertion. Donc l'objectif, c'était d'évaluer l'efficacité de cette méthode, donc voir si les individus relâchés sur le terrain survivaient au moment du relâché. Alors pour ça, on a fait appel à la technique du radiopistage. Donc c'est des petits émetteurs radio qu'on va placer sur les individus relâchés. Donc en pratique, on établit des couples donc, par sexage à l'ADN, puisque c'est une espèce pour laquelle il n'y a pas de dimorphisme sexuel très prononcé. Donc 10 mâles d'un côté, 10 femelles de l'autre. Et on va faire des couples établis arbitrairement, qu'on va relâcher sur le terrain en les injectant directement dans des nichoirs. Il y a quelques 200 nichoirs d'installés sur tout le secteur Luberon-Lure. Donc on connaît là où sont les nichoirs en place et occupés, et on va essayer de les réintégrer en périphérie de ces noyaux de population. Et on voit ce qui se passe. Donc on suit les individus à peu près 2 mois après la réinsertion, puisqu'on estime qu'une chevêche, si elle n'est pas capable de chasser, si elle n'est pas capable de se nourrir dans son milieu naturel, en 15 jours c'est réglé. Donc là, en termes de résultats, les premiers résultats sont assez encourageants, puisque sur les 2 premières années de suivi, donc là ça fait 21 individus au total qu'on suit de cette façon, on a pratiquement 60% de réussite. Donc 60% des individus sont vivants et en parfaite santé au terme de ces 2 mois de suivi. Puisque ces 2 mois, pourquoi? C'est aussi la durée de vie optimum des émetteurs qui nous sont fournis. Donc on a fait quelques 350 contrôles sur cette période des 3 premiers mois de suivi. Donc 2 mois de suivi par radiopistage et 1 mois de suivi sur les nichoirs. Mais ces instants privilégiés où la nature reprend ses droits ne doivent pas occulter la réalité. Dégazage sauvage, marées noires et accidents maritimes en tout genre provoquent des catastrophes écologiques. Chaque année, la mission juridique de la LPO mène une centaine d'actions devant les tribunaux concernant des destructions d'espèces protégées ou d'habitats. Ces actions permettront d'améliorer à long terme la réglementation relative à la protection de l'environnement. En 2008, un accident dans une raffinerie a souillé le littoral atlantique. La LPO a récupéré près de 250 oiseaux mazoutés dans l'une de ses unités mobiles de soins. Suite à cette pollution, la LPO a déposé une plainte au parquet de Saint-Nazaire.
La LPO, c'est avant tout un réseau de bénévoles qui permet au centre de sauvegarde d'exister et de perdurer. Sans les bénévoles, rien ne serait possible. Il faut savoir que chaque année, on reçoit environ 60 à 70 bénévoles au centre de soins pour s'occuper des oiseaux. De toute façon, le centre de soins ne fonctionnerait pas sans l'aide du bénévolat. Ça, c'est une certitude. Donc, toutes ces personnes qui arrivent, en général, sont novices et ne connaissent rien aux soins, ni à la manipulation des oiseaux. Donc, toutes doivent être formées au fur et à mesure pour acquérir ces connaissances et pouvoir nous aider du mieux qu'elles peuvent. Donc, pour la formation des bénévoles, nous avons deux types de formations. Pour nos bénévoles rapatrieurs d'oiseaux et pour les professionnels, je réalise une formation théorique, donc en salle, avec des outils de communication pour m'aider, avec des photos ou des peluches aussi pour montrer les manipulations. Et ensuite, dans un second temps, on reçoit aussi des bénévoles qui viennent pour des durées de 15 jours à 1 mois au centre de soins, donc travaillent avec nous tous les jours quotidiennement pour nourrir et soigner les oiseaux. Donc pour ces bénévoles, en fait, je le fais au fur et à mesure, ma formation. Je suis avec eux au centre régulièrement. Au début, ils sont plutôt là en observateur et au fur et à mesure des jours, je leur explique comment manipuler, quels sont les gestes de premiers soins qu'ils peuvent faire avec les oiseaux. Et pour les personnes qui restent très longtemps, ça peut aller jusqu'au diagnostic et aux soins des oiseaux en eux-mêmes. La LPO propose également un service de conseil pour le grand public. La médiation, elle concerne beaucoup les privés. Donc monsieur, madame, tout le monde qui ont un problème avec la faune sauvage, quelle que soit l'espèce. Ça peut être une colonie de chauves-souris dans un grenier, ils ne savent pas trop quoi faire parce que la plupart du temps ils ne connaissent pas les chauves-souris, ou alors ceux dont ils ont entendu parler sur ces espèces ce sont souvent des stupidités. On peut avoir des questionnements liés à des nids d'hirondelles alors qu'on veut faire un ravalement de façade. Quelle est la méthode la plus souhaitable pour les hirondelles, quand est-ce qu'il faut opérer, etc. On va avoir des fouines dans des greniers qui embêtent les gens et les empêchent de dormir. On peut avoir une corneille qui vient et qui déchire le mastic d'une baie vitrée, alors forcément, ben voilà. Mais on n'a pas que des problématiques de personnes mécontentes, on a aussi des problématiques de personnes qui disent « Mon Dieu, mais là, ces animaux sont en danger, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ?» Donc c'est souvent des particuliers, je vais dire à 80% des particuliers. Les 20% restants, ça va être des communes qui vont nous contacter, des entreprises. Et la plupart du temps, le but, c'est déjà, eux, ils ont fait le pas de se renseigner et d'avoir des conseils. Donc à partir de là, moi je pense que déjà, on a affaire à des personnes qui au moins ont la volonté de se renseigner, et ça c'est énorme. Et ensuite, on va apporter des conseils, des solutions face à un problème, mais le but, c'est toujours de faire en sorte qu'il y ait une bonne cohabitation. Indissociable des actions de protection des espaces et de préservation des espèces, la LPO propose toute l'année des centaines d'actions de sensibilisation et d'activités pédagogiques, comme ici à Rochefort, au siège social. Elle offre aux enfants comme aux adultes la possibilité de connaître et d'apprendre pour mieux comprendre la nature, afin qu'ils deviennent des citoyens responsables et participent ainsi à la protection des espèces et des espaces menacés. La sensibilisation du public est en effet primordiale. Nous pouvons tous agir au quotidien dans nos jardins, nos villes et nos campagnes. Et puis, pour ceux qui mangent tout seuls, ils se débrouillent. De nombreuses menaces pèsent sur la nature. Par exemple, chaque année en France, des milliers d'oiseaux meurent après avoir heurté une vitre. C'est l'une des causes principales d'accueil en centre de sauvegarde et une des problématiques importantes dans un contexte d'urbanisation intensive.
C'est pourquoi les membres des centres de sauvegarde de la LPO se rencontrent pour échanger leurs expériences, améliorer leurs protocoles de soins et leurs actions de sensibilisation. Beryl, la doyenne des bénévoles des centres de sauvegarde de la LPO, nous invite à prendre conscience du rôle que chacun peut jouer dans la protection de la nature. Il faudrait que les gens traitent un peu moins dans les jardins, évidemment, parce que tous ces pesticides, etc., ont certainement un mauvais effet sur les oiseaux. Et disons que ce serait bien aussi qu'il y ait plus d'endroits qui sont vraiment protégés. Dès qu'il s'agit de protéger, ça ne rapporte pas. Aujourd'hui, la LPO continue de créer des centres de sauvegarde, à l'image de ce nouveau projet dans l'Hérault. La LPO Hérault est en train d'ouvrir un centre de soins pour la faune sauvage dans le département de l'Hérault, sur la commune de Villeveyrac. C'est une commune qui se situe au nord du bassin de Thau, dans une zone de garrigue. Donc ce projet, nous l'avons commencé en 2006 et là, il est en phase de concrétisation puisque les travaux ont commencé et l'ouverture est prévue pour le printemps 2011. Donc, dans ce centre de soins seront accueillis tous les oiseaux des espèces autochtones donc européennes et les petits mammifères. Vous aussi, vous pouvez devenir un éco-citoyen en agissant au quotidien et en faveur de la faune sauvage, en adhérant à la LPO, en faisant un don ou en rejoignant le réseau des bénévoles.